souhaite à tous la bienvenue dans ce deuxième webinaire on va vous parler de Starelec. Donc merci à tous d'être là. Juste quelques infos pratiques. J'ai volontairement coupé le son puisque nous sommes assez nombreux aujourd'hui. On est déjà à 290 participants. Hier, on était plus de 400 dans la première édition, la première session que nous avons faite hier matin. Donc n'hésitez pas à intervenir sur le chat. On va essayer voilà, tant que c'est possible de répondre aux questions en live et puis de répondre sinon en texte si c'est jouable aussi. Donc j'ai juste autorisé le son et la vidéo aux intervenants qui étaient prévus. Donc l'ensemble des documents seront diffusés à voilà, toutes les personnes qui étaient invitées, ainsi que l'enregistrement, bien sûr. Alors, en petite introduction, donc, on aura aujourd'hui des intervenants de la FNCCR, Pierre-Alban Bonin, Yvan Guest de la FEMITRAS, Patrick Simon du CIEM51 et moi-même, Guillaume Mallard, de la direction technique d'Enedis, et aussi donc dans la deuxième partie du webinaire, des interventions des éditeurs de logiciels, qui ont des logiciels donc autour des récollements de réseau. Alors, tout d'abord, quel est le programme de la journée? Donc, le Starelec, vous l'avez peut-être lu, certains se sont peut-être déjà renseignés dessus. C'est un standard d'échange pour les réseaux les réseaux électriques, et donc pour tous les échanges qui ont trait à la construction, à la conception, à la construction d'ouvrages. Donc, on ira un petit peu plus dans le détail après, mais juste pour que vous ayez bien le contexte, c'est un standard, le Starelec, qui a été publié en 2022. Et pourquoi on vous invite aujourd'hui? Eh bien, c'est pour vous parler des déclinaisons que l'on va en faire, leur application chez les maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, entreprises de travaux et exploitants, pour les utiliser et s'échanger des informations dans ce format. On a pas mal travaillé, voilà, déjà depuis 2022 pour réfléchir à la façon dont ça pouvait se décliner, et on ira un peu plus dans ce détail-là justement tout au long de la réunion. Pierre Alban va donc vous parler un petit peu de ce contexte, de qui vous invite aujourd'hui et pourquoi. Ensuite, je reviendrai sur qu'est-ce que c'est le Starelec de manière un petit peu plus précise. Et puis après, on aura des interventions du coup sur c'est quoi les enjeux du Starelec pour un syndicat départemental d'énergie, le CIEM51, avec Patrick Simon qui vous en parlera. Pour la partie bureau d'études, donc une intervention d'Yvan Guest, donc vice-président de la FEMITRAS. Et ensuite, je pense que la question qui vous brûle les lèvres, à la plupart d'entre vous, comment ça va se passer? À quelle date on va rendre les échanges en Starelec obligatoires? Et pour quels échanges on va les rendre obligatoires? Donc il y en aura là aussi de nouveau un témoignage d'un syndicat départemental d'énergie, encore le CIEM, et pour Enedis. Et puis enfin, donc dans la deuxième phase du webinaire, donc 3 présentations d'éditeurs de logiciels, de récollement et d'études, qui travaillent à rendre possible les échanges au format Starelec, donc pour importer de la donnée et en produire. Donc on aura 3 présentations à ce niveau-là, au niveau des éditeurs de logiciels de récollement. Donc la présentation d'un logiciel de récollement open source, qu'on appelle Open Recostar. La présentation donc de ce G-Link avec toute la gamme qu'ils ont là-dessus, au niveau études, récollement, mais au-delà. Et puis aussi SIGIMAGE sur le même domaine. Et donc je laisse la main à Pierre-Alban Bonin qui va vous parler un petit peu donc du contexte et de qui est-ce qui vous invite aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce comité de pilotage avec tous les logos que vous voyez au bas de mon slide. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc ce comité de pilotage des déclinaisons de Starelec est né donc après
validation du standard, donc en 2022. L'idée, c'était de se dire, bon, voilà, on a travaillé sur un standard depuis pendant quelques années, quelques années. Maintenant, il s'agirait de ne pas le laisser, le laisser s'épuiser et puis de voir comment le déployer, comment l'utiliser. Pour ça, on a d'abord créé un petit groupe de travail, notamment autour d'Enedis, de la FNCCR et il me semble que c'est la FEMITRAS déjà qui était présente, quelques collectivités qui étaient là aussi pour essayer de réfléchir à comment trouver des déclinaisons, comment utiliser ce standard, à quel moment et comment faciliter cette utilisation. Euh, de, de là est née en début d'année 2024 la constitution plus formelle de ce comité de pilotage des déclinaisons du Starelec, qui regroupe donc Saint-Lac Énergie, le SNER, le CERT, la FEMITRAS, Enedis, la FNCCR accompagnée de collectivités, notamment du CIEM 51, qui est là depuis le début et qui nous accompagne dans les différentes expérimentations et les travaux qu'on peut faire. L'idée de ce comité de déploiement, c'est coordonner les déploiements des spécifications d'échange du standard. Vous allez voir après, on a des schémas où on explique quelles sont les différentes phases et différentes déclinaisons du Starelec sur lesquelles on s'est donné pour mission de travailler. L'idée, c'était donc de prioriser les travaux, de réfléchir à l'exigibilité des formats, à la communication qu'on peut faire autour de ce standard, et puis d'accompagner les acteurs de terrain dans le déploiement. Ce webinaire, c'est une première grosse action de ce comité de pilotage. Vous allez voir au fil de la présentation qu'on va se centrer sur une première déclinaison autour du récollement. Euh, mais, mais on n'oublie pas qu'il y aura différentes phases et différentes déclinaisons du Starelec aux différentes phases de vie d'un réseau. Peut-être je peux te laisser la main, Guillaume, pour présenter un peu plus en détail après la suite du. Ah, on t'entend pas, ton micro est fermé. Oui, ça marche. Merci, Ouais. c'est Pierre-Alban. Alors, en quelques mots, je reviens sur qu'est-ce que Starelec. Donc, c'est un standard d'échange. Donc, comme la majorité des standards d'échange, il sert à se transmettre de l'information et donc d'éviter la ressaisie d'informations d'un acteur par rapport à l'autre dans le cadre d'un projet de construction d'ouvrage. Alors, c'est un standard qui n'appartient pas à une entreprise en particulier, puisqu'il a été co-construit avec pas mal d'intervenants entre 2019 et 2022. Et donc, il y avait des représentants de distributeurs d'énergie, bon, Enedis par exemple, les AODE, donc syndicats d'énergie, et exploitants de réseaux d'éclairage public qui ont participé. Ce n'est pas un standard pur distribution d'énergie ou éclairage public ou transport d'énergie. Il peut faire tout ce qui est toutes les thématiques des réseaux électriques. Y ont participé aussi des représentants des entreprises de travaux, des représentants des bureaux d'études et les principaux éditeurs de logiciels concernés, donc logiciels d'études et récollement de réseaux électriques. Donc ça fait maintenant, comme on le disait, un petit peu de temps, ça fait bientôt 2 ans qu'il est paru, et donc il est paru dans le cadre du CNIGE, le Conseil national de l'information géolocalisée, qui valide les standards officiels, c'est une émanation du ministère de la Transition écologique. Et c'est l'AFIGEO, donc qui était un peu le maître d'œuvre de tout ça, le coordonnateur, donc l'Association française d'information géographique. Alors, standard d'échange, vous connaissez certainement des standards d'échange qui existent déjà, et je vais vous parler un petit peu de tout l'écosystème dans lequel on peut trouver le Starelec. Alors, dans
les standards qui existent déjà, il y a toute la partie finalement DT-DICT, tout ce domaine-là, dans lequel il y a déjà des standards qui existent, et aussi dans le domaine de la construction des réseaux. Alors, dans le domaine DT-DICT, celui que vous devez le plus connaître, eh bien, c'est celui qui vous sert, c'est possible, à la production de plans de synthèse des réseaux. Plan de synthèse de réseau, donc, qui est réalisé par le déclarant, donc, qui sert à éviter les dommages aux ouvrages, donc à connaître la position des différents réseaux par rapport à un projet donc, qui va venir impacter le sol. Et donc, pour faire ce plan de synthèse de réseau, la première des choses à obtenir, donc, c'est un fond de plan. Ce fond de plan, aujourd'hui, il est encore parfois fait, même bien souvent fait par le déclarant lui-même, mais ce que prévoit la réglementation, ce que prévoit finalement les normes aussi, c'est que ce fond de plan il soit commun entre les exploitants et les déclarants et qu'il soit mis à disposition par une autorité publique locale compétente, en gros un gestionnaire de voirie généralement, qui va pouvoir mettre à disposition le fond de plan qui décrit la voirie dans le format d'échange PCRS, plan corps de rue simplifié. Ça, c'est un standard qui existe depuis 2015 et qui se déploie de plus en plus au niveau national. Et donc, on va retrouver des fonds de plan PCRS qui sont au format vecteur ou même raster, donc des photos aériennes le plus souvent. Le déclarant, une fois qu'il a son fond de plan, c'est très bien, mais il doit aussi récupérer toutes les informations de positionnement des réseaux de la part des différents exploitants dont il a eu connaissance via le guichet unique. Donc, il les sollicite via une DT ou une DICT, et ces exploitants donc, doivent lui renvoyer le positionnement de leurs ouvrages. Donc aujourd'hui, c'est fait le plus souvent, hélas encore, avec du PDF, mais de plus en plus, il y a des réponses qui se font au format du standard StarDT. Donc StarDT, standard de réseau pour les DT-DICT, c'est un standard très simple qui permet de décrire un peu tout type de réseau avec les informations essentielles pour éviter les dommages aux ouvrages. Donc on va trouver dans le StarDT le positionnement des ouvrages et des principaux affleurants et quelques caractéristiques, notamment la classe de précision. Mais le StarDT, c'est quelque chose qui est très bien pour la réponse au DT-DICT, mais pour autant qui se limite à ça. Et enfin, le dernier standard, les standards qui nous intéressent principalement aujourd'hui, ce sont les standards qui permettent aux exploitants d'entretenir leur système d'information géographique. Et donc, dans ces familles-là, c'est là que l'on retrouve le StarElec, qui permet d'échanger entre l'exploitant, maître d'ouvrage, bureau d'études et entreprise de travaux, de manière à permettre aux bureaux d'études et entreprises de travaux de bien travailler avec des données de réseaux existants ou à construire qui sont fiables, mais aussi qui va permettre aux bureaux d'études et entreprises travaux de transmettre aux maîtres d'ouvrage et exploitants des données de récollement précises. Donc le StarElec qui va fonctionner très bientôt et on va dire, naturellement pour la distribution électrique et l'éclairage public, mais potentiellement il pourrait fonctionner pour le transport, pour RTE, ou pour la SNCF, donc pour la partie traction, s'il le souhaitait. StarElec, il a des cousins. Le plus connu, le plus ancien, c'est Grace THD pour les télécoms. Donc on est vraiment dans la même logique de s'échanger de l'information pour éviter la ressaisie dans les différents logiciels pour les réseaux télécoms. Il y en a un qui est en cours de validation, c'est le StarO, qui est une sorte d'évolution du standard RAEPA, pour ceux qui connaissent. Et puis, il y a pour le gaz, il n'existe pas, mais voilà, les entreprises comme GRDF se grattent la tête pour savoir s'ils ne vont pas faire une sorte de Stargaz aussi, pour faciliter les échanges dans la construction des réseaux de gaz. Voilà, donc le StarElec, il va être donc ça va être quelque chose vraiment d'adapté, un standard vraiment adapté à la description précise des réseaux dans tous les échanges dont j'ai parlé, contrairement au StarDT ou au PCRS qui, eux, concernent purement la réponse au DT-DICT et ne sont pas du tout adaptés à la partie études ou à la partie récollement des réseaux.
Donc aujourd'hui, un gros focus sur ce standard Starelec, donc qui a été produit en 2022. C'est un standard qui s'appuie sur le format de fichier GML, donc il s'agit de s'échanger des fichiers, comme on le fait aujourd'hui, avec des fichiers parfois DXF ou des fichiers DGN, des fichiers DAO. Là, il s'agit de s'envoyer des fichiers format GML, comme on s'enverrait des fichiers shape. Alors, à quoi donc on s'attaque quand on se lance dans la démarche Starelec? Eh bien, on s'attaque à la ressaisie d'informations au cours des projets, comme je l'ai dit. On s'est aperçu que la description d'un ouvrage, dans le cadre d'un projet, était saisie au moins 4 fois. Alors, ici, un exploitant, il va mettre à disposition les ouvrages existants, faire un export de son fichier, de sa cartographie, dans un format donné, parfois juste au format image, pour le mettre à disposition d'un maître d'ouvrage qui, lui, réalise un avant-projet sommaire. Avant-projet sommaire qui décrit toute la solution technique basique qui est à construire. Et donc, généralement, il produit cet APS sur la base de papier ou d'un PDF, parfois d'un logiciel DAO, mais ce n'est pas très structuré et on va dire que c'est plutôt un coup de stabilo sur un plan. Cet avant-projet sommaire, il est envoyé à un bureau d'études, généralement, pour faire là une étude détaillée, qui va prendre beaucoup plus de temps, qui va être beaucoup plus détaillée. Néanmoins, ce bureau d'études, quand il récupère un plan PDF, eh bien, il doit tout ressaisir, ce qu'avait déjà produit le maître d'ouvrage. Et le bureau d'études, du coup, redécrit tout, avec beaucoup plus de détails, puisqu'il s'agit d'un avant-projet détaillé. Donc, deuxième saisie. Cet avant-projet détaillé, cette étude complète, donc, qui décrit les ouvrages à construire, est envoyée à l'entreprise de travaux, pour qui c'est une base pour les ouvrages à construire. Donc, ils réalisent les travaux. Cette même entreprise de travaux, elle est en charge de réaliser le récolement, qu'elle va réaliser en propre ou sous-traité. Et à ce moment-là, eh bien, l'entreprise, ce topographe, va redécrire une troisième fois l'ensemble des ouvrages, parce que très souvent, il ne peut pas repartir directement de l'étude. Il doit tout ressaisir, les informations, pour produire le récolement dans le format attendu par le maître d'ouvrage et l'exploitant. Puis une troisième saisie des informations. Et une fois que ce récolement est fait, il est envoyé au maître d'ouvrage puis à l'exploitant pour que l'exploitant le ressaisisse dans son système d'information géographique. Il y a une partie des informations à ce niveau-là qui sont déjà reprises du récolement, mais tout un tas d'informations restent à saisir manuellement par l'exploitant dans sa cartographie. Et donc, au fil de ces saisies d'ouvrages, on voit que chacun perd du temps et chacun perd en qualité, puisque c'est de la ressaisie d'infos. Sans plus-value bien souvent, et donc il y a de la donnée qui se perd. Avec Starelec, on veut éviter ces recopies en capitalisant sur tous les ouvrages précédents. Alors, ici, on a décrit plus d'échanges, puisqu'on allait plus dans le détail que les quatre ressaisies d'ouvrages que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on a essayé d'aller plus dans le détail. Alors, bien sûr, qui peut le plus, peut le moins, hein. Potentiellement, dans vos processus projet, donc des différents maîtres d'ouvrage, il peut y avoir plus ou moins d'échanges. Là, ici, on a essayé d'être maximisant dans le cadre de Starelec et de décrire donc tous les échanges qui peuvent avoir lieu donc entre les acteurs. Mais potentiellement, il y en a moins. Alors, si on prend un exemple, ici, avec, pour un cas de réseau public de distribution, sur la base des ouvrages existants, un maître d'ouvrage dit que le besoin, son expression de besoin, c'est de raccorder un client particulier sur un réseau basse tension. Il va le dessiner ici, dans son outil, dans son logiciel, et il va l'envoyer sous forme d'avant-projet sommaire à son bureau d'études. Avec Starelec, pas besoin de redessiner ce réseau BT et l'emplacement de ce client C5. Le bureau d'études, il va juste avoir à décrire qu'est-ce qu'il y a à mettre en œuvre au niveau technique pour assurer le besoin. Et donc ici, en pratique,
il va pouvoir dire, il faut mettre en place à cet endroit-là une RMBT ciblage qui va contenir 2 modules réseau et un module branchement protégé et une mise à la terre d'une autre. Mais sans avoir à redessiner tout ce qu'il y avait avant. L'ensemble de son étude qu'il a réalisée dans son logiciel d'étude, il va pouvoir appuyer sur le bouton export et l'envoyer à son maître d'ouvrage, lequel maître d'ouvrage va récupérer l'ensemble des données de l'étude et ça va lui automatiser potentiellement toute la commande du matériel et la commande des prestations de travaux. Donc là, normalement, un gros gain en temps pour le maître d'ouvrage et un gros gain aussi sur la qualité des commandes qu'il va pouvoir faire. Donc ça va donner aussi un gros avantage pour l'entreprise travaux derrière, puisqu'il va avoir une commande beaucoup plus détaillée et une évaluation de son chiffre d'affaires beaucoup plus précise. Toutes ces informations donc, vont pouvoir être transmises ensuite au bureau d'études de l'entreprise travaux, et c'est sur cette base-là que l'entreprise travaux va pouvoir réaliser ses plans d'exécution, avec, en ajoutant là encore du détail pour les équipes terrain, les équipes chantier, sans avoir à se saisir d'informations qui auraient déjà été produites. À l'issue, donc les travaux sont réalisés et on peut imaginer aussi que les équipes travaux terrain vont pouvoir se baser sur la description des ouvrages qui leur a été transmise pour y faire le lien entre le matériel qu'ils ont apposé et l'emplacement où ils l'ont réalisé, pour assurer une meilleure traçabilité, notamment du matériel. In fine, on commence à arriver au bout du processus, du cycle. C'est le topographe, donc interne à l'entreprise de travaux ou externe, si c'est quelque chose qui est sous-traité, qui va récupérer la modélisation complète de l'ouvrage qui a été construite par tous les acteurs précédents, et il aura juste, théoriquement à ce moment-là, à les mettre en classe de précision A, puisque son travail, c'est vraiment la précision géographique. Et à la fin, donc l'ensemble des éléments sont envoyés au maître d'ouvrage qui les valide, puis au cartographe de l'exploitant, et le cartographe côté exploitation, il a juste à récupérer l'ensemble des éléments qui ont été produits par les acteurs précédents, et normalement, il n'a plus besoin de ressaisir de l'information, il doit juste contrôler les informations et les intégrer dans le SIG. Donc, in fine, pour lui, ça fait un système d'information géographique qui va être plus précis, plus détaillé, et ça va être plus performant à mettre à jour. Je te laisse la main, Pierre Alban, si tu veux nous donner un petit exemple aussi de côté éclairage public. Ouais, ça me permet de répondre à une question en plus qui est arrivée dans le chat, en demandant s'il y avait un standard Star EP. En fait, non. Du coup, pour l'éclairage public, c'est le même standard qui est utilisé pour tout ce qui est réseau d'éclairage public. Comme vous voyez, là, on a fait une déclinaison qui est sur le même exemple d'ajout point lumineux pour le standard Starelec. Donc, le fonctionnement est exactement le même. Alors, il existe un standard, on avait eu la question hier dans le chat, donc j'en profite pour préciser, qui s'appelle ECLEX. Mais ECLEX, c'est un standard qui concerne tout ce qui est, je dirais, post-réseau, donc après le réseau, après le mât. Donc, c'est un standard plutôt pour gérer les heures d'allumage, les types d'ampoules, les fabricants, les modèles, etc. Plutôt que et c'est pas du tout pour le réseau. Pour le réseau, il s'agit bien d'utiliser également le standard Starelec. Donc un gros enjeu qu'on avait ensemble en rédigeant le standard, mais aussi dans toutes ces déclinaisons du standard, pour dire, voilà, sur chaque échange de données, est-ce qu'on doit avoir la même chose, la même règle, la même déclinaison du Starelec entre éclairage public et réseau de distribution? On a vu, et puis on vous en parlera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, la déclinaison du récollement, par exemple, on l'a produite en commun entre les interlocuteurs côté réseau de distribution et éclairage public,
Et ça a vraiment été écrit à plusieurs mains, ce standard. On s'est vraiment mis d'accord pour éviter d'avoir des choses divergentes. On va passer la main maintenant, si vous le voulez bien, donc au CIEM 51, qui va nous parler pour lui, pour un syndicat d'énergie, c'est quoi les enjeux de déployer le standard Starelec donc, dans un syndicat d'énergie. Et je vais laisser la main à Patrick Simon. Patrick, es-tu là? Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? On t'entend bien, Patrick. Ok, Vas-y. super. Merci. Comme hier, c'était un peu haché. Bonjour, donc en deux mots, donc Patrick Simon, je travaille au sein du CIEM 51. Je suis élu en fait plus que technicien SIG, même si mon passif est lourd en matière de cartographie et de SIG. Et donc je suis membre du bureau départemental en fait du syndicat d'énergie de la Marne et en charge plus particulièrement donc, de la mise en œuvre du SIG et de ses déclinaisons aussi bien sur les outils que sur les données. Et donc, on fait partie du groupe de travail national, hein, vous l'aurez compris, qui bosse sur leur Starelec, sa composition et surtout sur son futur déploiement. Le CIEM 51 en deux mots, donc autorité concédante, hein, on va pas revenir là-dessus. En fait, ce qu'il faut voir au travers du syndicat d'énergie, c'est qu'il y a une très bonne relation avec Enedis sur la Marne, qui permet quand même, en termes de travaux d'électrification et de répartition de ces travaux, d'avoir une vraie collaboration. Donc ça, c'est quand même important de le signaler. Euh, du coup, ça décline, ça permet quoi? Ça permet que la qualité de l'énergie s'en ressent, puisque avec une somme de travaux autour de 15 millions d'euros hein, par le CIEM chaque année, bien entendu, la qualité des réseaux s'en ressent naturellement et ça va dans le sens de la qualité de distribution et donc des coupures. Euh, pour info, le CIEM, donc, au-delà de ses compétences, a la compétence d'exploitant de réseau d'éclairage public. C'est aussi pour ça qu'on a ardemment travaillé sur le Starelec et sa déclinaison de sa version éclairage public, puisqu'en tant qu'exploitant, au travers des conventions, le CIEM est l'exploitant donc, de 446 communes sur les 613 du département de la Marne. Donc, vous voyez, un travail extrêmement important à réaliser sur les réseaux d'éclairage public. Mais le CIEM ne fait pas que ça au travers des différentes compétences et puis le SIG, bien sûr, qu'on a mis en place. On travaille sur des achats d'énergie groupés, que ce soit en élec ou en gaz. On travaille sur les bandes de recharge, la vidéoprotection, et puis on fait du photovoltaïque également en relation avec Enedis. Donc voilà, donc on est à la fois diversifié, mais à la fois très, très concentré sur tout ce qui touche un peu à l'énergie et puis aux grands enjeux du moment, quoi, en termes d'environnement et de développement de bornes IRV, quoi. Alors, en ce qui concerne le CIEM, si on peut passer, si tu veux bien, merci Guillaume. En ce qui concerne donc c'est ouais, merci. Nous, ce qu'on a vu immédiatement hein, quand qu'on a commencé à travailler sur le Starelec, hein, les apports de ces standards en général, mais surtout du Starelec en particulier, hein, bon, c'est la capacité en fait à gagner en productivité. Hein. Je ne vous cache pas que quand on voit comment les équipes travaillent, les entreprises travaillent, les bureaux d'études travaillent, un des grands enjeux, hein, c'est bien l'interopérabilité avec les standards existants et puis surtout rationaliser les données en réduisant les saisies multiples qui prennent un temps fou et donc de réduire les coûts hein, sur les échanges d'informations. Donc juste par rapport à ça, et je le précisais déjà hier, il faudra vraiment qu'on aille jusqu'au bout de l'exercice parce on a que trop d'entreprises de travaux qui nous sollicitent sur la réelle utilité de ce qu'on demande hein, comme livrable à la fin d'une étude et des travaux. Les livrables qui retournent vers l'exploitant sont-ils toujours utiles? Ne finissent-ils pas au fin fond d'un placard alors qu'on a demandé à l'entreprise qui l'a produit de faire un travail d'orfèvre? Ces questions-là permettraient peut-être d'enrichir encore un peu plus le Starelec et in fine, n'avoir qu'un document peut-être
unique comme livrable à la fin des chantiers, pour peu que de chaque côté, on dispose des outils, mais on en parlera tout à l'heure, qui permettront d'arriver à nos fins. Donc, ce jumeau numérique des ouvrages offre une modélisation détaillée, vous l'aurez compris, qui s'enrichit au fil du projet. Et la cible, c'est bien l'intégration dans les SI des exploitants. Donc, bien entendu, les exploitants travaillent à l'amélioration de ce SI. Très concrètement, sur le SIEM, on travaille avec un éditeur de solutions qui est en train de bosser sur l'intégration, import comme export, du format du Starelec, pour que dans les délais que nous nous sommes fixés, on soit capable à la fois de travailler avec de l'import du Starelec, mais aussi de l'export si le besoin s'en fait sentir, puisqu'à terme, on aimerait bien que les bureaux d'études s'y mettent aussi. Le gros avantage de tous ces apports, c'est que c'est un langage commun. On n'a pas parlé de PCRS, puisque c'est autre chose, mais la finalité aussi d'un PCRS, c'était bien d'avoir un fond de plan commun. Là, l'idée, c'est de partager un langage commun avec différents utilisateurs de cette même donnée, sans avoir besoin de ressaisie particulière. Donc voilà, les apports du géostandard sont importants. Il y a un travail de fond à réaliser, on va pas se le cacher. Mais à la fois, il y a ce qui, au travers des enjeux, qui est le slash juste après. Et il y a une nécessité d'une conduite du changement à avoir. Justement, les enjeux, merci Guillaume. Donc, vous l'aurez compris, adapter les textes du Starelec à nos métiers. Donc ça, on y travaille, nous, sur la Marne, à la fois, je vous l'ai dit, avec notre éditeur de solutions, mais à la fois avec déjà des entreprises de travaux. Alors, comme on a procédé, on a choisi deux entreprises sur le département de la Marne, en essayant de couvrir un peu le spectre de ce qui peut se faire dans un département en termes d'entreprises de travaux. On a choisi une entreprise qui est très, très rompue à l'exercice de l'informatique et des SIG, et qui est en capacité rapidement d'intégrer ces nouvelles méthodes et ce standard. Et puis, à côté de ça, on a pris une deuxième entreprise qui, elle, est tellement un peu moins rompue à l'exercice qu'elle sous-traite. Elle sous-traite cette partie topo et livrable. Donc, il faut bien qu'on vérifie que le Starelec s'adapte aussi à ce genre d'organisation, puisque l'idée qu'on a avec la mise en place d'un standard, c'est de ne pas contraindre les organisations à se modifier et à en changer. On n'est pas là pour ça. On est là juste pour essayer d'intégrer ce standard au mieux dans toutes les organisations. L'enjeu, la planification de la mise à disposition. Alors, ce n'est pas une course contre la montre, mais ça peut y ressembler. Le standard, comme disait Guillaume, est dispo depuis 2 ans. Nous voilà en 2024 et donc il va falloir vraiment avancer sur la mise à disposition de ce Starelec. Vous verrez tout à l'heure, au travers des 3 démonstrations, que les choses avancent quand même très bien. Donc, la création de ces outils pour rendre le Starelec accessible à tous, sur les plans techniques et financiers. Donc là, vous verrez encore une fois tout à l'heure les démos. On s'est attaché à 2 points importants. Accessible à tous, parce qu'on ne souhaite absolument pas que des entreprises restent sur le bord du chemin, parce qu'on a créé un standard au milieu de tout ça. L'idée, c'est bien d'embarquer tout le monde et de laisser personne sur le bord de la route. Et puis, sur les plans financiers, bien évidemment, il n'est pas question d'imposer quelques dépenses que ce soit aux entreprises. L'idée, c'est de proposer un panel d'outils qui leur permettront, peu ou prou, de s'adapter au Starelec. Parce que, fort de tout ce que je suis en train de vous expliquer, là où il n'y aura pas trop de négo, c'est qu'on va vers quelque chose qui sera rendu obligatoire. Donc, ça veut dire qu'on va tous devoir s'y mettre et que, pour le coup, le déploiement de tout ça devra être assuré correctement, soit par des éditeurs de solutions directement, soit comme nous, pour le CIEM, où on a prévu d'accompagner le changement en proposant des outils de communication adaptés en assurant un suivi. C'est-à-dire que le CIEM s'est positionné comme étant un peu le gestionnaire de ce Starelec et va accompagner toutes les entreprises qui sont au marché, à la fois sur l'outillage, à la fois sur les formations et à la fois sur le suivi et l'assistance fonctionnelle qu'on pourrait apporter, si tant est que les entreprises
ne signent pas des contrats avec d'autres sociétés, et ça, elles en ont bien sûr la totale liberté. On travaille déjà donc un peu dans ce sens, c'est comme ça qu'on prépare le déploiement avec les 2 sociétés avec lesquelles on bosse pour préparer cette conduite du changement. Donc voilà, vous voyez, des enjeux extrêmement importants. On reviendra tout à l'heure, je vais laisser la parole à Yvan, et on reviendra tout à l'heure sur un peu le planning de déploiement qu'on a en ce moment en tête. Ouais, merci beaucoup Patrick. Alors j'appuie tout ce que tu dis, j'insiste sur le point important que tu citais de vraiment pas laisser de laisser personne sur le côté, et c'est quelque chose que on partage, nous autres maîtres d'ouvrage ou exploitants. C'est vraiment important qu'on mette le paquet là-dessus sur l'accompagnement. Yvan, est-ce est-ce que tu peux Oui, parler? donc, Oui, donc ça marche. bonjour. Donc Yvan Guest pour la fédération, la FEMITRAS, donc qui est la Fédération européenne des métiers de l'ingénierie et de la topographie, des réseaux aériens et souterrains, comme chacun le sait ou ne le sait pas. Donc on va passer sur le premier slide. Il y a des informations sur lesquelles je vais passer rapidement. Ce serait de la redite par rapport à ce qui a été dit précédemment et fort bien dit. Juste un petit rappel, c'est que le Starelec, il fait partie des géostandards. Donc les géostandards, vu pour côté bureau d'études, c'est la déclinaison à l'échelle nationale de la directive européenne Inspire. Et c'est une déclinaison concrète de la directive Inspire dont on entend parler depuis des années, d'une façon générale. Donc l'objectif, il a été précisé bien avant, hein, c'est de faciliter la diffusion et l'utilisation des données géographiques et patrimoniales entre les différents acteurs, hein. Donc en l'occurrence les collectivités locales et territoriales, les concessionnaires de réseau, les bureaux d'études dont nous faisons partie et les sociétés de travaux. Cette facilitation des échanges, il va se faire donc au travers d'un format standardisé, donc dont fait partie Starelec. Je pense que tu peux passer à la diapositive suivante. Oui, alors je pense qu'il y a une diapo qui a sauté, mais c'est pas grave. Donc les géostandards, ils héritent donc des avantages qui ont été présentés précédemment au niveau de Starelec tout au long du projet. Donc au niveau de l'APS, au niveau de l'APD, donc l'avant-projet détaillé, et au niveau du PGOC. Comme ça a été dit, aujourd'hui, à chaque étape du projet, toutes les informations utiles à l'étape, donc par exemple au niveau de l'avant-projet détaillé, toutes les informations qui sont utiles à l'étape du projet, elles sont ressaisies. Donc c'est une perte de temps. Parce qu'au niveau des bureaux d'études, on est obligé, typiquement on fait une demande de DTDICT, on va être obligé de ressaisir tous les réseaux et il peut y avoir une perte d'information. Et derrière, ce qui se passe, c'est qu'à chaque étape du projet, les informations qui ne sont pas utiles, elles sont éventuellement, comme elles sont ressaisies, elles sont éventuellement zappées. Donc on va perdre de l'information au fur et à mesure des différentes étapes. Donc ce ne sera plus le cas avec le Starelec. Un point important aussi, c'est qu'il faut voir la finalité de tout ça, indépendamment du Starelec, côté bureau d'études. C'est que, comme ça a été présenté par Guillaume en début de présentation, les différents concessionnaires de réseau, qu'il s'agisse de l'eau et assainissement, qu'il s'agisse de l'éclairage public, qu'il s'agisse des réseaux électriques, ou bien encore du télécom et du gaz à venir, nécessitent une ressaisie des informations qui sont bien souvent fournies au format PDF. Donc on peut se demander quel est l'intérêt de réaliser des plans en classe A comme nous l'impose la directive de 2012. Quel est l'intérêt d'envoyer
d'avoir des réseaux classe A, si derrière on reçoit ces plans au format PDF, qu'on les ressaisit, d'où une perte d'informations. On reçoit également différents formats en fonction du donneur d'ordre. Donc là, l'avantage et la finalité donc, des géostandards à toutes les étapes du projet, ce sera d'avoir, quel que soit le concessionnaire de réseau, un format d'échange standardisé, encore une fois, qui nous permettra instantanément de pouvoir représenter tous les réseaux sur un même fond de plan, donc le PCRS. On peut passer donc à la 3e diapositive. Donc les actions. Comme le disait Patrick, effectivement, les actions, elles vont être de différents ordres. D'abord, qui? Alors, il y aura plusieurs acteurs concernés, hein, les donneurs d'ordre, les bureaux d'études, les sociétés de travaux, les concessionnaires de réseau, etc. Et il y aura plusieurs corps de métiers concernés, donc le fond de plan, la carto, l'ingénierie. Comment ça va se passer? En numéro 2, on voit qu'il y a un point qui pourrait être mis en numéro 1, ça va être l'accompagnement dans la conduite du changement. C'est-à-dire qu'on a vu tout au long de ces présentations les avantages qu'apportaient les géostandards et notamment le StarElec. Par contre, il est nécessaire, bien entendu, d'accompagner le changement. Donc, par l'information, typiquement le webinaire aujourd'hui en fait partie, mais pas que. Un point important qui a été également soulevé par Patrick, c'est que, et on va y venir dans la suite de ce webinaire, c'est que les outils vont permettre en natif d'intégrer ce géostandard qui est tout simplement un format d'échange. Un point important, et là on peut dire merci à la directive Inspire, c'est que ce format, c'est un format d'échange, mais il est aussi bien destiné aux éditeurs de solutions, donc celles qui sont utilisées par les bureaux d'études ou même et bien entendu par les donneurs d'ordre, mais aussi sur des solutions open source. Donc là, je pense qu'on aura une démonstration d'Open Recostar, qui est cette déclinaison au format open source. Après, Patrick a souligné que ce géostandard, il devrait être utilisé par les différents acteurs, et ça passe par une évolution des CCTP. Il y a un gain de temps au niveau du géostandard, et il y a, comme on l'a vu, par la précision notamment des réseaux, il y a un gain de sécurité. Par contre, il sera nécessaire, s'il y a des évolutions de CCTP, s'il y a des évolutions du prescrit, et en tant que fédération, nous participerons bien entendu à ces ateliers, de valoriser la production des différents géostandards et notamment de StarElec. Je vais maintenant redonner la parole à Guillaume, puisque je pense qu'on va passer peut-être plus sur la partie logicielle. Pas tout de suite encore. Merci Pas beaucoup, tout de suite Yvan. encore, ok. Alors, est-ce qu'il y a une autre question donc qui, je pense, qui brûle la langue de tous les participants, c'est finalement quand est-ce que ça va être rendu obligatoire et quels sont les échanges, parce qu'on a parlé de plein d'échanges possibles en StarElec, quels sont les échanges qui vont être rendus obligatoires à telle date et pour quel maître d'ouvrage. Alors je laisse un petit peu la parole d'abord à Pierre Alban Bonin de la FNCCR qui nous dise de manière générale comment ça s'envisage au niveau déjà de la fédération, et puis au niveau de tous les adhérents, comment ils vont porter la chose. Et puis, on aura après un témoignage pour un cas pratique, voilà, côté CIEM 51, comment ils envisagent le déploiement. Et côté Enedis, je vous présenterai comment on voit les choses aussi. Oui, vous m'entendez, c'est bon. Oui. Donc, voilà, ça c'est le fameux schéma qu'on a déjà, vous avez déjà vu décliner plusieurs fois au cours de la présentation avec tous les échanges identifiés de données au cours d'un projet. On a décidé dans un premier temps, dans la première déclinaison, de se focaliser l'idée, c'est vraiment de se focaliser dans un premier temps sur le niveau 1,
donc notamment les plans de récollement. Après, donc les niveaux 2 qui concernent plutôt les échanges les bureaux d'études, et le niveau 3 avec les entreprises de travaux, ce sera voilà, c'est dans la feuille de route des travaux, mais de notre comité de pilotage, mais on a décidé vraiment au début d'y aller petit à petit et de commencer notamment par ce niveau 1. L'idée ici, là, nous, c'est de porter la démarche déjà auprès des adhérents, donc des adhérents de la FNCCR, à savoir essentiellement les syndicats d'énergie, et puis les collectivités qui gèrent également de l'éclairage public. Peut-être que tu peux mettre la slide d'après avec voilà, le calendrier qu'on envisage donc, sur la partie récollement. Donc on est là, on a franchi les 2 premières étapes. On est plutôt là donc, dans la partie des expérimentations sur 2024-2025, avant une généralisation progressive, et puis après on verra pour ce qui est d'imposer ça totalement. Mais l'idée là, c'est vraiment plutôt d'avoir peut-être sur un accompagnement. Il faut qu'on construise encore de l'outillage, notamment sur la partie éclairage public, sur la vérification de la conformité des données, des choses comme ça. On présentera après l'outil Open Recostar qui a été déjà développé. Et puis, il va falloir aussi travailler sur tout ce qui est les marchés publics pour les CCTP, pour accompagner la mise en place de clauses intégrant les échanges en Starelec. Voilà le calendrier un peu général qui a été fixé, qui a été discuté dans le cadre notamment de ce comité de pilotage. Et puis après, on va voir là, Patrick va nous présenter la déclinaison un peu du calendrier pour le SIEM 51. Pour vous donner un exemple, sachant que le SIEM 51 est quand même je pense aujourd'hui les plus avancés, les collectivités les plus avancées sur le sujet. L'idée étant de ne pas laisser, d'accompagner vraiment toutes les entreprises sur ce sujet, quoi. Et toutes les collectivités. Merci. Et puis avant, je reprends la main pour essayer de vous décliner un peu notre vision des choses. En fait, l'idée qu'on poursuit, c'est bien d'établir une sorte de cahier des charges du déploiement, hein. Alors non pas pour l'imposer à qui que ce soit, encore une fois, mais simplement comme tout le monde va devoir s'y mettre, c'est bien qu'on essaye de documenter un petit peu ce qu'on fait sur le SIEM, afin que ceux qui en auraient besoin puissent s'appuyer dessus. Donc plusieurs phases en fait, hein, à ces actions que nous allons mener. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, mener des tests avec les entreprises pilotes. Donc là, elles sont vraiment de 2 niveaux, hein. D'un côté, des tests avec une entreprise, comme je vous le disais, qui est rompue à l'exercice, et qui devra nous faire la remontée de savoir si elle peut se contenter en fait des outils qu'on aura mis à disposition pour continuer à vivre avec ses anciens outils, ou si il y a une nécessité de modifier ses propres outils pour pouvoir répondre à la demande. Encore une fois, et sans vouloir fâcher personne, la cible qu'on vise tous, elle est connue, c'est l'utilisation du Starelec. C'est-à-dire que tranquillement mais sûrement, tout le monde va devoir s'y conférer, quoi. Donc c'est important que d'emblée, et ça c'est ce que j'ai appliqué pour plusieurs déploiements que j'ai eu à réaliser par ailleurs, c'est bien la vision terrain qui m'intéresse.
plus que la vision du développeur. Le développeur, il doit être que la conséquence de ce que le terrain aura souhaité. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche sur le département de la Marne. On travaille d'arrache-pied avec les entreprises et avec les principaux instigateurs du terrain, et on regarde si les outils correspondent à leurs attentes ou pas, et en vertu de leur remontée, on fera évoluer les outils dont on servira, et on regardera si, encore une fois, il y a nécessité de modifier les œuvres. Ensuite, ces outils, on les portera dans des entreprises un peu moins rompues à l'exercice, et on verra comment ils sont appréciés, et on verra à la marge comment également apporter les dernières modifications. Ensuite, une fois que l'outillage sera prêt, on amènera l'utilisation du format en douceur, donc sans imposition les premières années. Alors, les premières années vont passer vite, hein, vous l'avez vu, le planning est quand même assez serré, mais néanmoins, on tâchera de faire des tests avec les entreprises volontaires pour qu'elles prennent un peu connaissance de tout ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va assurer l'assistance fonctionnelle auprès de ces entreprises, hein, afin qu'elles ne se sentent pas seules pour faire face à ce changement important. D'autant plus important que le dernier point, là, c'est bien une intégration progressive dans l'utilisation de ce standard dans les marchés, et que le point à les amener à utiliser tranquillement, il est important pour qu'ils aient en ligne de mire le cap à avoir avant fin 2026. Je ne vous cache pas quand même que, fort de ce que je vous ai dit tout à l'heure, on veut laisser personne sur le bord de la route, mais il y a aussi un élément important, c'est qu'on ne souhaite pas non plus sur la Marne, hein, que la mise en place d'un format tel que celui-là ou d'un standard tel que celui-là soit à l'initiative de casse dans des entreprises, quoi. C'est-à-dire que celles qui n'y arriveront pas ne puissent pas répondre à des appels d'offres. C'est notre boulot, hein, je pense, de maître d'ouvrage. On a, et s'il y a des adhérents des syndicats ou des syndicats même qui sont en ligne, ils savent de quoi je parle. On a aujourd'hui les pires difficultés à trouver des entreprises de travaux avec du personnel, c'est très compliqué. Donc il n'est pas question qu'on en laisse sur le bord de la route au titre d'un développement informatique. Ça, c'est vraiment le leitmotiv de ce qu'on fait sur la MAN. Ensuite, concevoir les outils d'export de données dans l'OSI, ça on est en train de le faire, je vous l'ai dit, avec notre éditeur, hein. Et on regarde à faire évoluer les SI et accompagner donc les entreprises dans ce changement, si tant est qu'il y ait des besoins forts de changer des choses dans leur propre système d'information. On a quelques ressources au SIEM qui sont en capacité d'accompagner ce changement. Comme je vous le disais, on va essayer de documenter tout ça afin de faciliter à ceux qui en auraient besoin la démarche que nous sommes en train de mener dans la Marne. Et puis enfin, comme je vous l'ai dit, on ira vers l'intégration de tout ça dans les marchés, hein, puisqu'au final, on rendra obligatoire aussi sur la Marne ce standard. Donc le planning qu'on se fixe, hein, si on le met un peu en musique par rapport à ce que je viens de vous dire, on est au 4e trimestre 2024, hein, ça, voilà, on est en plein test, nous, avec les entreprises pilotes, hein, on regarde un petit peu à cette phase, difficulté, pas difficulté, quel problème, évolution des outils ou pas, voilà, on est en train de mettre tout ça à plat. Et puis, on rentrera dès début 2025 vers un accompagnement des autres entreprises, afin qu'elles se mettent à la page, hein, de ce Starelec avant fin 2026, où pour nous, là c'est un peu la deadline dans le département de la Marne, le renouvellement des marchés de travaux est pour fin 2026. Donc on entend être prêt, en fait, pour le renouvellement de ces marchés. Ça nous laisse un peu de temps, mais à la fois ça laisse 2 années, hein, et pas plus, afin qu'on embarque toutes les entreprises de travaux qui ne sont pas au marché forcément aujourd'hui, et celles qui le sont, bien sûr, pour être sûr qu'elles puissent répondre aux appels d'offres correctement. Donc voilà un petit peu la méthode qu'on a mis en place, on est en train de mettre en place sur le département de la Marne pour décliner le Starelec. Guillaume, je te repasse la main. Oui, merci, je rallume mon micro. Merci Patrick. Alors, moi je vais vous donner un autre exemple, donc pour une autre entreprise que le SIEM, mais donc pour Enedis. Donc les déclinaisons de Starelec pour Enedis, si on regarde le schéma qu'on présentait tout à l'heure avec les différents échanges Starelec, en priorité, comme on en a convenu, ça va être d'abord le PGOC
qui est aujourd'hui pour le récollement Enedis. Et donc, on va passer à l'échange basé sur Starelec, donc RécoStar, récollement avec Starelec. Et ça va être dès les consultations qui auront lieu fin 2024. Donc, on aura la production de données RécoStar dès 2025. Donc là, imposition voilà, les consultations de fin 2024. On travaille aussi, nous, alors là, c'est plutôt pour extraire des données de notre cartographie et répondre aux demandes d'éléments carto qu'on connaît actuellement, non plus seulement avec du format DGN, mais aussi du format Starelec, c'est-à-dire un extrait du SIG d'Enedis au format Starelec, et ça, on travaille dessus. On espère être prêt pour pouvoir faire les premiers exports en 2025. On a déjà fait quelques prototypes. Et puis, un petit peu plus lointain, mais donc sur lesquels on a aussi un petit peu de concret, c'est donc les outils du côté ingénierie, qui s'appelle Racing pour Enedis. On pense qu'on va pouvoir aussi extraire de la donnée, donc des avant-projets sommaires, certainement vers 2026. On a là aussi fait des prototypes, donc ce sera une sorte de Star APS. Et puis on travaille aussi, alors là ça va être avec bien sûr les bureaux d'études, donc les fédérations, notamment la FEMITRAS, et puis les éditeurs de logiciels pour que les logiciels d'études puissent nous produire un Star APD, donc les données de l'avant-projet détaillé en Starelec en 2026 pour que ça puisse être réimporté dans l'outil du maître d'ouvrage, donc côté Enedis, qui s'appelle Racing. Et donc là, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, parce que c'est le plus proche, finalement, c'est le remplacement du PGOC par le RécoStar. Comment est-ce qu'on veut travailler là-dessus? Eh bien, on a un petit planning détaillé. Là, on se trouve là au mois de septembre. On a fait des expérimentations. Donc, pour finalement, si on avait à saisir des PGOC aujourd'hui dans le format RécoStar, des récollements format RécoStar et plus au format DGN, comment ça se passe? Ça, on l'a testé avec les prototypes des logiciels dont on vous parle juste après. Et donc, on a vu que ça fonctionnait bien, on est rassuré. On a du côté de nos logiciels carto Enedis à pouvoir les faire évoluer pour pouvoir avaler ces données-là plutôt que du format DGN. Et puis, ce sur quoi on travaille actuellement avec nos collègues, la direction technique côté ingénierie, c'est l'évolution des CCTP de travaux, pour que ça puisse être intégré dans les marchés. On regarde aussi en même temps, est-ce qu'il y a un impact sur les séries de prix? Donc ça, il faut qu'on puisse continuer les tests sur les logiciels de récollement pour savoir estimer combien de temps ça prend en plus, si ça prend du temps en plus, pour éventuellement, le cas échéant, prévoir une plus-value pour la fourniture de récollement au format RécoStar plutôt que PGOC. Et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est que, voilà, comme je vous le disais, à partir de novembre de cette année, les consultations qui auront lieu, donc pour les renouvellements de marché travaux, eh bien, elles soient toutes avec l'imposition de RécoStar. Donc, je ne sais pas encore sur quelle région ça va. Donc, il y aura les premiers RécoStar qui vont arriver. On doit travailler un petit peu avec nos acheteurs là-dessus. Et ça nous laisse penser que 6 mois après, donc au premier semestre 2025, on recevra nos premiers livrables officiellement uniquement au format RécoStar et plus au format PGOC. Et puis que, au fur et à mesure des renouvellements de marché, eh bien, on en est de plus en plus. Et ce qu'on se dit aussi, c'est qu'à un moment, eh bien, certainement que ça arrangera tout le monde, les éditeurs, nous, et puis les entreprises, qu'on passe tout avec un seul format et qu'on n'ait plus le format PGOC et qu'on passe à 100% RécoStar, voilà, sous forme d'avenant sur les marchés existants si tout le monde en a marre de travailler avec du PGOC parce que le RécoStar fonctionne bien. Et donc on espère ça avant 2027. Vous avez certainement, pour la plupart d'entre vous, quand on parle d'adaptation du logiciel Carto, vu une petite annonce sur la plateforme Aloe qui aujourd'hui permet de contrôler les PGOC. Eh bien, bientôt, on travaille là-dessus pour qu'elle puisse contrôler de la même façon qu'elle le fait pour le PGOC,
le Recostar, le récollement avec Starelec. Donc c'est quelque chose qui arrive très bientôt, mais de manière progressive. Vous voyez, il y a quelques régions qui vont être concernées au début, et puis de plus en plus au fur et à mesure du temps. Et on arrive enfin, on est pile poil dans les temps, donc pour parler des éditeurs de logiciels de récollement et d'études qui vont pouvoir importer de la donnée Starelec et aussi en produire. Alors, j'introduis cette partie-là par un petit panorama qui est non exhaustif, bien sûr, des éditeurs de logiciels qui ont été identifiés. Donc, on a 4 grandes familles de logiciels qui sont concernés, hein, entre les logiciels des maîtres d'ouvrage, les logiciels des exploitants, des bureaux d'études et donc de récollement. Et donc, on a identifié les principaux éditeurs qui étaient concernés. Alors, côté Sogelink, maintenant, qui a englobé GeoPixel, déjà, en premier lieu. Sigimage, donc, qui travaille aussi sur toute la gamme. Donc, les deux entreprises-là vont vous faire une petite présentation dans leur avenir. On a aussi travaillé avec des éditeurs donc, qui travaillent sur notamment de la gestion patrimoniale pour l'éclairage public, par exemple. Des éditeurs qui travaillent aussi sur des solutions de photogrammétrie, des solutions de validation de données comme Mapia. Mais bien sûr, ce n'est pas exhaustif ici. Et puis, le dernier petit point, et on va commencer par cet outil-là aujourd'hui, c'est OpenRecostar. OpenRecostar, donc un outil donc, open source. Alors, du coup, je vois une question voilà, donc, qui est posée dans le fil, donc, qui demande si, voilà, est-ce que c'est un format en plus à fournir du PGOC, mais là, en fait, voilà, le Recostar va remplacer complètement le PGOC, donc le format DGN pour Enedis. Alors, OpenRecostar, donc le premier outil qu'on évoque, donc c'est un outil open source qui est cofinancé par la FNCCR et Enedis. Alors pourquoi est-ce qu'on se lance là-dedans? Alors on n'a pas vocation à devenir des éditeurs de logiciels côté Enedis et FNCCR, on a d'autres activités qui nous occupent déjà bien. On n'est pas là pour venir prendre la place dans cet espace-là et se faire des sous avec. Donc si on s'est lancé là-dedans, c'est qu'on a fait le constat qu'une proportion non négligeable des entreprises qui n'utilisaient pas les outils type Sogelink ou Sigimage ou GeoPixel, et qu'ils se débrouillaient avec de l'AutoCAD, du MicroStation, du QGIS. Et ces entreprises-là, et c'est généralement des entreprises qui font voilà, des travaux, mais qui ne sont pas spécialisés en carto, et ils n'ont pas forcément besoin d'un logiciel très performant en termes de cartographie, et ils n'ont pas beaucoup d'argent à mettre dans des licences. Et donc, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on ne voulait vraiment pas laisser les gens sur le côté du chemin, et que Starelec ne soit pas quelque chose qui bloque, et qui disent qu'il y a certaines entreprises qui ne peuvent plus travailler sur les travaux, ce serait vraiment contre-productif. Et donc, on a décidé de mettre un outil gratuit à disposition, adapté aux entreprises qui font des petits chantiers, voilà, qui ont peu besoin de productivité. Et donc, c'est un logiciel complètement gratuit où tout le monde peut contribuer et les développements donc, qui sont réalisés peuvent être réutilisés dans d'autres logiciels. Voilà. Alors, Alice, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui la développeuse donc, Alice Salcé Bonjour à tous. de BIMAPguest. Oui, bonjour. Du coup, je suis Alice Salcé de BIMAPguest. Moi, je suis spécialisée dans le développement de solutions SIG autour de techno open source, et on fait pas mal de sur-mesure pour les réseaux, l'énergie, l'environnement. Donc, on a mis en place donc cet outil open source pour un petit peu faciliter l'adhésion à ce nouveau format et la production de ce format pour les entreprises qui auraient pas forcément les moyens de se tourner vers des outils plus complets. Donc, le principe de cet outil open source, c'est vraiment que tous les utilisateurs et les bénéficiaires peuvent contribuer à la hauteur de leurs besoins et de leurs moyens au développement
et ensuite à l'évolution de cet outil et aussi à l'animation, à la communauté, à l'animation de la communauté, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, grâce à une plateforme comme GitLab, participer à la documentation, poser des questions, répondre éventuellement aux questions des autres utilisateurs. Et vraiment, l'idée, c'est qu'il y ait un échange autour de cet outil pour que tout le monde puisse finalement comprendre le Star Elec et éventuellement faire évoluer cet outil qui est mis à disposition de tout le monde de manière gratuite. Donc voilà, la communauté open source, du coup, elle va se composer de toutes les personnes qui vont utiliser l'outil ou en tout cas ou bénéficier du GML échangé. Donc ça va vraiment passer par des utilisateurs qui vont faire vivre cette communauté, des entités utilisatrices, des sponsors qui vont un petit peu influencer la roadmap de l'outil et éventuellement proposer des financements pour améliorer l'outil en fonction des besoins des utilisateurs. Et ça va aussi passer par des fournisseurs qui vont mettre à disposition des ressources, soit des ressources humaines comme des développeurs, mais aussi des infrastructures ou des formations, etc. Et tout ça, ça va être coordonné par une entité. L'idée de tout ça, c'est que ce soit quand même coordonné et qu'on définisse une gouvernance grâce à une entité qui est identifiée pour qu'il y ait quand même une cohérence dans ce projet. Donc ça, c'est l'idée d'un projet open source. Et du coup, ce projet, vous pouvez aller visualiser donc, tout le code qui a été produit et télécharger le plugin sous QGIS en allant sur le lien qui est dans la diapo. Et du coup, c'est assez simple à mettre en place. Il suffit d'installer QGIS et de télécharger le plugin. Enfin, du coup, il y a toute la documentation qui est disponible sur le GitLab, d'installer le plugin. Et à partir de là, vous pouvez commencer à télécharger un GeoPackage et un projet QGIS pour commencer à saisir vos plans de récollement. Vous trouverez aussi sur cette plateforme plein de documentation pour utiliser cette solution. Et il y aura encore de la documentation qu'on va continuer d'enrichir, mais ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez participer à l'amélioration de cette documentation, à poser des questions aussi. Il y a toute une partie ticket où vous allez pouvoir poser des questions si vous avez des difficultés pour utiliser ce projet. Et du coup, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet outil, mais si vous l'utilisez, voilà, il est à votre main aussi. Et je vais laisser Sylvain, du coup, vous présenter l'outil. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter. Sylvain, Vous m'entendez? On t'entend, mais on ne voit pas ton écran. Ah oui. Donc, bonjour à tous. Je vais juste me présenter rapidement. Donc, moi, je travaille au développement des solutions pour le Star Elec. Et donc, à titre personnel, je suis chargé de projet et chargé d'études dans un bureau d'études particulièrement spécialisé dans les réseaux électriques. Donc, je vais vous partager donc la solution Open Recostar, donc développée avec Alice sur QGIS. Donc j'ai fait une rapide vidéo d'un projet, tout ce qui est de plus classique, hein. Il s'agit d'une remontée aéro-souterraine sur un support basse tension pour aller alimenter un coffret REMBT. On ne voit pas ton écran, Sylvain. Oui, on ne voit pas ton écran. On le voit toujours pas? Non. Là. Là, c'est bon. Là, ok. Donc je reprends. Donc là, c'est ce que vous allez avoir, c'est ce que votre topographe va avoir relevé comme fichier. Donc il y a toujours la notion du CSV en fait qui est intégrable sur QGIS avec le module. Donc le module, il apporte les petites, là, si vous voyez mon curseur, les petits boutons ici. Et donc, quand on importe son CSV, donc on rentre le système de coordonnées et ça va le placer directement sur la carte à l'endroit où ça a été élevé. Donc, pour tracer, c'est simple. Bon, ça, c'est une habitude de bureau d'études. Je dirais, on trace les tenants et les aboutissants du câble et puis ensuite, on va tracer le câble en lui-même. Les petits messages là, que vous voyez, donc, ce sont les alertes des règles Recostar.
Donc ces alertes, vous allez les voir disparaître au fur et à mesure, ainsi que d'autres qui vont apparaître en fonction des règles qu'il va falloir maîtriser. Donc je vais lancer la vidéo. Donc vous voyez, donc là je vais placer mon support d'arrêt. Donc à chaque fois qu'on place un élément, il y a une fenêtre pop-up qui arrive qui permet de renseigner tout ce qui va être utile au Starelec ou au Recostar à renseigner. Donc là, bon, c'est un support béton d'arrêt, enfin, tout ce qui est le plus classique, hein, c'est... Voilà. Et donc le symbole est apparu sur le plan. Donc là, je vais placer mon coffret REMBT. Voilà. Oui, j'ai appris que tu avais une mauvaise nouvelle. Donc la petite fonction pour orienter les coffrets, c'est disponible directement sur QGIS sur une boîte d'outils. Donc là, je vais tracer mon câble. Ça va un peu vite, la vidéo est accélérée. Donc là, vous allez voir que les alertes vont disparaître en fait. Donc ce point levé n'est pas sur le tracé d'un ouvrage. Vous allez voir que maintenant que le câble va être tracé, cela va disparaître. Hop, voilà, donc clic droit pour arrêter le câble, hein, c'est une fonction. Donc ensuite, on renseigne comme tous les autres objets les données du câble. Voilà. Donc ici, vous allez voir une autre règle qui s'affiche. Donc les autres ont disparu. Il manque un nœud à l'extrémité du câble. Donc il va falloir expliquer en recostar qu'est-ce qu'on met au bout du câble. Donc ici, typiquement, ça va être un nœud, donc une remontée aéro-souterraine et un support de module dans la RMBT. Donc je vais chercher ma couche. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas QGIS, j'ai oublié de le préciser, vous allez avoir un panneau à gauche avec toutes les couches. Donc ça ressemble un peu, on pourrait comparer ça au calque sur d'autres logiciels de DAO. Et donc on va aller chercher la couche à éditer à chaque fois pour placer l'objet correspondant. Ensuite, on va enregistrer la couche et passer à un autre calque en fait. Donc là, j'ai placé ma remontée aéro-souterraine. L'erreur a disparu, enfin l'alerte a disparu. Et donc ici, je vais placer mon support de module donc, dans mon coffret RMBT. Donc c'est une 300, donc 6, voilà. Tac, l'erreur a disparu. Je vais placer également ma terre sur mon coffret. Voilà. Et donc là, j'ai ce qu'on peut attendre en recollement sur un recostar, en fait. Donc tout est renseigné. Je vais juste ajouter, donc il y a une petite notion de cheminement. Là, bon, on voit mal comment l'orthophoto est pas terrible, mais en gros, c'est une traversée de route. Donc j'ai placé juste un fourreau qui est un cheminement en traversée, histoire de montrer aussi que tout est faisable normalement. Voilà. Voilà, donc là, je vais revenir sur la fin de la vidéo. Voilà, donc là, j'ai terminé. Je peux appuyer donc, sur le dernier bouton, GML, donc ça va exporter toutes les données du plan en un fichier qui va devenir le livrable correspondant au Starlink. Et donc, du coup, qui sera intégrable par la suite dans tous les logiciels, dans StarDT, etc. Donc là, bon, c'est un cas qui est très très simple, hein. On en a modélisé plusieurs, donc j'ai fait ce qu'on appelle des cas d'usage.
Bon, là, on va retrouver celui-ci. Donc, c'est une RAS basse tension, une RMBT avec l'alimentation d'un coffret cible. Donc, avec tout ce qui est c'est schématiquement modélisé avec les règles du Starelec, donc ce qui est à renseigner, ce qui contient, etc., les nœuds au bout des câbles. Donc ici, c'est un immeuble. Alors, je réfléchis à tous les cas d'usage possibles qui sont trouvables avec le réseau de distribution publique et par extension le réseau d'éclairage public aussi. Donc là, je n'ai pas de vidéo encore sur le réseau d'éclairage public, mais c'est pareil, mais c'est un domaine qui est encore plus vaste. Donc, et je réfléchis donc, vraiment à modéliser tous les cas d'usage possibles avec l'outil OpenRecostar. Donc ici, on a une armoire de coupure en coupure d'artère à poser pour alimenter un PSSA. Là, en effacement de réseau, enfin, voilà. Donc, tous ces cas d'usage sont présentés sur le GitLab. Le lien vous a été posé tout à l'heure. Ainsi que donc, il y a une vidéo qui est bien plus complète sur la façon d'utiliser QGIS, bien plus lente, avec les explications en direct sur les boutons, les fonctions, etc. Ainsi que des documents Word sur les façons de travailler avec QGIS. Voilà pour la petite présentation de la version Open. Je vais laisser la main à Guillaume, tu vas pouvoir reprendre. Merci beaucoup, Sylvain. Voilà. Voilà, du coup, juste pour redire, repréciser, il s'agit là d'un outil de base gratuit. Alors nous, on co-développe là avec la FNCCR et puis donc Alice et Sylvain les éléments qui permettent de produire à coup sûr un Starelec conforme. Après, bien évidemment, on n'a pas vocation à développer des outils de productivité particuliers. Donc, il y a, comme on l'expliquait sur le principe d'un projet open source, il y en a qui pourront s'en saisir et puis récupérer le code s'ils le veulent pour le mettre dans un autre outil. Je pense d'ailleurs qu'il y a des éditeurs qui ont déjà entrevu ça, de récupérer une partie du code pour la partie écriture de fichiers Recostar qui seront bien conformes. Et puis là, on va passer la main à, alors d'abord à Sogelink, qui va pouvoir vous montrer comment lui, il a commencé à prévoir la déclinaison du Recostar dans tous ses outils donc de récollement et d'études. Et vous verrez que, bien évidemment, il y a des fonctionnalités avancées, comme actuellement dans les outils qu'ils utilisent. Et donc Aurélien Dalmas va pouvoir prendre la main. À toi, Aurélien. Bonjour à tous, je pense que vous voyez mon écran. C'est bien le cas, Guillaume? C'est bon. On voit bien, ouais. Oui, bonjour à tous. Donc oui, moi je suis Aurélien Dalmas, je suis responsable produit des solutions topo et études électricité et gaz dans le groupe Sogelink. Donc voilà, je vais vous présenter comment on a intégré le Starelec dans nos solutions. Alors pour la partie récollement, comme on l'a vu juste avant, c'est la première phase. Et voilà, comment on va évoluer dans les prochains mois dans toutes les solutions du groupe. Alors, je vais d'abord juste vous représenter le groupe Sogelink pour ceux qui ne connaissent pas et les différentes solutions qu'on a, parce que ça permet d'expliquer un peu pourquoi le Starelec a un gros impact et un gros intérêt pour nous de l'intégrer dans nos solutions. Et puis après, on verra à la fin le cas d'usage un des cas d'usage qu'on a mis déjà en place de l'intégration du Starelec dans nos solutions. Donc, Sogelink, on est présent essentiellement en France, mais depuis quelques années aussi à l'international. Et on a donc plus de 18 000 clients et de nombreux domaines, 3 domaines d'expertise, je préciserai un peu plus par la suite, qui nous permettent de répondre à différents cas d'usage ou en tout cas besoins pour nos clients. Voilà les différents clients qu'on a, ils sont de toute nature, on va dire, et tous autour quand même du projet d'infrastructure. Donc ça va des
des bureaux d'études qui doivent analyser les projets, des géomètres topographes qui vont aller implanter, récoller, les entreprises de travaux publics qui ont besoin d'avoir des outils pour les aider dans leurs travaux de tous les jours, et puis tout ce qui est opérateurs de réseau, qui sont gestionnaires de réseaux et qui doivent exploiter les réseaux. Donc voilà, on a toute cette panel et bien sûr les collectivités qui ont aussi des besoins connexes autour de tout ça. Sur cette slide, je voulais vous montrer qu'on a donc des produits phares qui nous permettent de répondre donc justement à tout ce cycle d'un projet. Il y a la DICT pour faire les demandes de DICT, puis après il y a des outils d'études. Alors on en a dans le milieu d'électrification, c'est ERAS, le plus connu, et on a aussi des autres outils comme Mensura Covadis qui sont utilisés dans d'autres cadres de chantier généralement ou de projet. Mais pareil, ce genre d'échange de données nous intéresse au sein de toutes ces solutions d'études, parce que c'est ça le but du StarElec, c'est à la fin d'échanger plus facilement les données entre les intervenants. Et après, on a des solutions vraiment dédiées à la topo. On a des solutions sur tablette comme GeoVisual, Land2Map ou TopoCalc. Récemment, GeoPixel a intégré le groupe. Donc, on a ces solutions ça. Et puis après, des solutions plus de cartographie comme Atlas. Donc, tous ces outils-là vont devoir travailler ensemble autour, notamment pour le récollement, notamment du StarElec. Je vous ai parlé au début des grands domaines, donc ils sont là. On a 3 grands domaines. Donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est principalement celui de gauche, c'est la conception et la réalisation. On est organisé par domaine pour travailler au mieux auprès des utilisateurs. Donc tout ce qui est construction, études, bureau d'études, logiciels de topographie sont dans le domaine de la conception. Et puis après, on a tout ce qui est sécurisation avec la DICT notamment, et la gestion et la maintenance, c'est plutôt pour des outils qui permettent de suivre la réglementation pour le grand public de gestion du domaine public. Ce slide, c'est pour montrer que au sein de la conception, on est organisé par grande offre. Celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est principalement topo, mais on a des offres autour de l'infra, de l'électricité et de gaz, de l'expertise pour les géomètres experts. Donc voilà, toutes ces offres, on les fait travailler ensemble, et c'est le but aujourd'hui de vous montrer un exemple autour de la topo dans un cas particulier, dans un cas d'usage particulier, mais notre but, c'est justement de répondre à tous les cas d'usage qui va intéresser StarElec. Alors, l'intégration du StarElec dans les solutions du groupe Sogelink. Donc, en introduction, comme je vous l'ai dit, ça va être utilisé par, à terme, tous les acteurs du projet. Et donc, Sogelink souhaite vraiment accompagner chacun dans ce nouveau format. Donc, les étapes, ça va être l'intégration du RECOSTAR. Donc, je vous rappelle, c'est le StarElec dédié au récollement. Donc, le but, c'est la fin finalement du projet. Mais ça, c'est là-dessus que tout le monde a commencé à travailler. C'est vraiment l'étape 1 et qui va finalement apparaître dans les futurs appels d'offres très bientôt. Donc nous, c'est vraiment de les intégrer dans toutes les solutions du groupe, et de topo et cartographie. Donc ça veut dire dans les solutions Land2Map, Cloud2Map comme je vais vous présenter, TopoCalc, GeoVisual, Atlas. Donc voilà, et ça sera intégré bien sûr dans les mises à jour des solutions qu'on fait régulièrement. Donc vous aurez accès sur le portail client à ces nouveautés dans vos logiciels. Donc, ça sera juste une mise à jour à mettre, mais ça sera contenu dans votre maintenance. Dans une deuxième phase, c'est tout ce qui est StarElec dans les solutions de conception, comme ERAS par exemple. Donc, ça sera une deuxième phase qui s'intégrera par la suite, et sur lequel on a commencé déjà à travailler, mais qui sera un peu plus tard, comme l'a montré tout à l'heure dans les plannings.
Et puis, bien sûr, il y a tout l'accompagnement que Sogink souhaite mettre en place, des formations dédiées au Starelec pour prendre en main plus facilement l'outil et faciliter l'usage pour nos clients. On verra que nous, on souhaite améliorer et ajouter des aides quand on dessine pour vraiment simplifier la création des fichiers de Starelec. On le fait sur d'autres types d'export. Et le but, c'est de faire pareil que le Starelec, d'avoir des outils qui permettent de vérifier, d'aider, de s'assurer que le Starelec on va envoyer ou proposer à nos donneurs sera valide et apte à être intégré dans la base de données de l'exploitant. Et bien sûr, des équipes support qui sont formées déjà à ce nouveau format. Et là, on fait un webinar tous ensemble. On va aussi, nous, créer aussi des webinars pour nos clients dédiés vraiment à nos solutions pour vraiment promouvoir ce format. Alors, je voulais vous présenter un cas réel d'usage du Starelec dans nos solutions qu'on a déjà implémenté, qui est déjà implémenté dans nos solutions et qui a été en test avec des partenaires, avec des bureaux d'études, dont Monsieur Lafont. Donc, on a intégré ça dans l'exemple que je vais vous montrer, c'est dans Cloud2Map. Cloud2Map, c'est une solution topo qui se base sur du dessin sur nuage de points. Alors bien sûr, c'est sur nuage de points, mais on a la même chose avec un levé sur tablette. On aura la même chose sur un levé tablette, mais c'est qu'on a commencé par ce cas d'usage parce que c'est un cas d'usage qui arrive de plus en plus dans les métiers aussi du récollement. C'est on prend en photo des branchements. On a un nuage de points. Avec ce nuage de points, comment on va pouvoir faire du Starelec? Donc, c'est ce cas d'usage-là que je vais vous montrer. Production d'un fichier Starelec depuis un nuage de points issu de la photogrammétrie. Donc, on va insérer le nuage de points. On va après pouvoir dessiner en 3D les ouvrages réalisés. On va après habiller le plan. Ça, c'est pas nécessaire forcément pour produire du Starelec, mais pour mieux visualiser l'environnement, on montre qu'on est un vrai logiciel de DAO. On peut ajouter donc des fichiers en référence, on peut rajouter du cadastre, des orthophotos. Et puis à la fin, le but, c'est de vous montrer le Starelec à la fin du projet. Et ce qu'on a cherché à faire, nous, c'est de vraiment ne pas que l'édition d'un plan au format Starelec soit aussi simple que quand on fait un levé topo classique, c'est-à-dire que le client, l'utilisateur, ne se rende même pas compte qu'il fait du Starelec. On a paramétré les éléments pour que tout soit fait pour simplifier au maximum la création d'un Starelec. Donc on a mixé, nous, notre but, c'est de pouvoir faire le lien entre de la DAO et du SIG, mais en préparamétrant les éléments pour que ça soit le plus simple possible. Donc la vidéo que je vous présente donc, sur ce cas d'usage de dessin sur nuage de points, donc elle débute avec l'insertion d'un nuage de points. Bon, là, c'est avec notre solution GeoSnap. On a une solution qui permet d'utiliser la photogrammétrie et de produire des nuages de points. Donc, on insère des géotifs, on insère des fichiers LAS. Donc, on a la possibilité dans ces logiciels d'utiliser ces nouveaux formats. Et donc, on se retrouve sur un nuage de points sur lequel on doit faire un récollement. Donc là, c'est un nuage de points relativement simple, mais on pourra avoir des choses beaucoup plus étendues. Et nous, on a déjà prédéfini des thèmes Starelec. Donc, on aura un thème Starelec comme on avait un thème PGOC, avec bien sûr les systèmes de projection qui peuvent être choisis, conique conforme, la grille altimétrique. Et après, ça va être du dessin avec des palettes, vous voyez, préétablies, qui seront conformes aux attentes du Starelec. Déjà, tous les outils pour dessiner en Starelec. Alors là, après, on digitalise sur le nuage de points. Bon, là, c'est en arc. C'est vrai que pour le PGOC et Starelec, ça sera plutôt des segments, mais
En fait, on peut bien sûr faire des segments, hein, c'est pour montrer qu'on a les outils d'arc en fonction des besoins, ça peut s'adapter. On a des outils, ça c'est spécifique aux nuages de points, mais qui permettent de mieux visualiser des dessins en nuages de points. Les outils de coupe, hein, qui permettent de naviguer dans le nuage de points et de vérifier qu'on traite bien, qu'on est bien accroché au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment spécifique au lever par récollement photogrammétrique, comme je vous le disais. Et le gros plus, c'est que voilà, une fois qu'on a dessiné, on a les accès aux attributs qui seront visibles, qui seront la plupart du temps pré-remplis, mais on va pouvoir ajuster le type de tension, le type de câble, la fonction du câble, etc. Donc ça permet voilà, d'automatiser et de simplifier l'accès à ces attributs. Et bien sûr, ce que je voulais montrer, c'est que on livrera des palettes préétablies avec des outils déjà dédiés, mais on pourra bien sûr formater un petit peu tous les dessins pour lequel, si jamais vous avez besoin de faire toujours les mêmes types de relevés, et ben, d'avoir déjà préparamétré tous vos dessins, c'est-à-dire en s'assurant que je dessine de la basse tension, toujours avec un type de câble prédéfini pour simplifier encore plus et aller plus vite sur le dessin. Bien sûr, hein, les attributs sont toujours à disposition pour les modifier si on souhaite contrôler, valider un des éléments. Mais on reste dans de la DAO, comme vous pouvez le voir, on reconnaît un peu les éléments qu'on a l'habitude de voir avec les PGOC, sauf qu'on on ajoute cette zone, ce cas attributaire qui n'est pas disponible sinon dans des outils DAO classiques. Alors, comme je vous le disais, c'est vrai que le pouvoir ajouter de l'environnement sur un plan de récollement, ajouter un plan topo existant, un fichier de cadastre, une orthophoto, ça ajoute vraiment pour mieux lire le plan, mieux se représenter, hein. Voilà, on a intégré aussi Street View histoire de vraiment se repérer et bien faciliter la compréhension du site. Les outils qui permettent de rajouter des orthophotos, ça c'est des éléments qui arriveront de plus en plus aussi avec la photogrammétrie. Alors ce que je veux, là on a montré un cas d'usage avec des nuages de points, mais on peut bien sûr, hein, ajouter des fichiers CSV, des fichiers donc coordonnées X, Y, Z. On peut aussi travailler juste avec des levées qui auraient été faits classiquement avec des GNSS. On aura aussi avec nos tablettes la possibilité de faire le même type d'export qu'on vient de voir, hein, directement sur le terrain, levé avec tablette, avec l'Antumap GeoVisual pour pouvoir faire le même type de tracé directement sur le terrain. Et donc là, on en arrive à comment créer après le fichier StarElec. On a dessiné, on a vectorisé, on a digitalisé nos éléments, et on a fait notre plan. Et le StarElec, comme on avait l'export PGOC, on a l'export StarElec avec une aide qui nous permet de vérifier si tout est OK et avec des outils d'aide, c'est ça qu'on veut mettre en place, c'est vraiment s'assurer que la personne puisse produire du StarElec de la bonne façon et avec des aides de correction pour s'assurer que tout est bien OK et donc créer automatiquement le GML sans finalement s'en rendre compte. Et donc, on aura à la fin ce fichier GML qui sera disponible et donc, c'est ce fichier-là qu'on pourra transmettre à d'autres participants au projet ou à la fin à l'exploitant pour qu'il intègre dans son SIG. Donc voilà, ça c'est un cas donc sur nuage de points. Je souhaitais juste montrer l'autre phase qu'on a déjà implémentée, qui permet, le but du StarElec, c'est à la fois de l'exporter, mais de récupérer aussi des fichiers en provenance, par exemple, du bureau d'études qui aura finalement déjà fait le projet et qui souhaite qu'il soit implanté, qu'il soit récollé. Donc, c'est le but du StarElec d'éviter les ressaisies. Donc, nous, on va travailler sur ERAS pour exporter ce fichier StarElec. Et ce fichier StarElec, là, il est déjà intégrable dans nos outils de topo. Et c'est ce cas d'usage là que je vais vous montrer, c'est-à-dire on récupère le fichier StarElec sur le terrain ou au bureau.
et on va pouvoir donc vérifier ce qu'on doit aller implanter ou faire des corrections par rapport à ce qui a été relevé sur le terrain. Donc ça, c'est l'autre cas d'usage qui est un peu plus court, mais c'est pour vous montrer que le StarLec, ça sera des échanges d'import-export de données. Donc là, c'est j'importe, j'ai par exemple un plan cadastral, je vais importer le fichier en provenance, par exemple, du bureau d'études. Je vais pouvoir agir sur la représentation que je veux. Ça peut être préparamétré. Comme ça, je reconnais un peu les fichiers topo que j'ai l'habitude de voir avec des couleurs, avec des représentations. Donc nous, voilà, on a veillé à ce que vraiment les coffrets, par exemple, s'insèrent pile poil au bon endroit, que tout soit correct par rapport à ce qui est élevé au préalable ou prévu au préalable. Et puis, bien sûr, on retrouve tous les attributs qui sont directement entrés dedans. Donc ça, c'est quelque chose qu'après, on pourra modifier ces éléments, rajouter des éléments qui manquent ou préciser des éléments. Et en fait, et aussi pour, si jamais il y a un nouveau récollement à faire, enfin, ou un nouveau réseau à faire, on pourra compléter ce fichier et donc à la fin exporter ce StarElec pour intégrer ça chez l'exploitant. Voilà de mon côté sur les solutions du groupe Sogelink et ce projet de Recostar intégré dans les solutions Topo. Je te laisse la main. Merci beaucoup Aurélien. Je pense que ce que tu as montré, alors voilà, là c'était un exemple surtout sur Cloud2Map et le fait que tu dis que ça va se décliner aussi dans les autres solutions, hein, c'est de nature à rassurer un peu tout le monde. Et donc voilà, je pense qu'il y a encore quelques questions dans le chat, mais sur les autres produits de la gamme Sogelink, je te laisse y répondre peut-être Ouais, je vais regarder ça. directement, mais Oui. voilà, je pense que faut le réaffirmer, mais c'est très bien comme ça. Merci beaucoup. Merci. On va pouvoir passer la main maintenant donc à l'entreprise Sigimage, éditeur notamment de Capitol. Alors, Bonjour. Gilles, Bonjour. oui, Nicolas. Bon, mais merci Guillaume de me passer la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Gilles Pichon, le dirigeant de la société Sigimage. Nicolas Esteban, le directeur technique. Donc, alors, Sigimage, on est éditeur de logiciels. Oui, on est éditeur de logiciels et de services spécialisés dans vos métiers de réseau extérieur, à tout ce qui est connecté, que ce soit dans l'électricité, le gaz, l'éclairage public, les réseaux de télécommunications, et également tous les réseaux humides par extension. Alors, nos solutions logicielles répondent aux attentes des entreprises qui étudient et installent des réseaux, des bureaux d'études, des syndicats d'énergie, des collectivités territoriales et plus généralement des acteurs des travaux publics dans tous ces domaines des réseaux extérieurs que l'on dénomme comme ça. Nous. Sigimage, on avait depuis longtemps ajouté à notre signature l'intelligence des réseaux. C'est ce que l'on fait depuis plus de 30 ans. Sigimage, on est depuis l'origine, on se nomme facilitateur de votre métier. C'est ce que l'on souhaite faire de tous les utilisateurs que vous avez qui utilisent des outils informatiques, DAO, CAO, chiffrage, des TDICT, que vous exercez au quotidien avec comme dimension des compétences techniques. Donc, toujours essayer d'être au service de votre métier en n'étant pas des informaticiens, mais en ayant des compétences dans votre métier. Donc, il y a 30 ans, on vous aidait à remplacer la table à dessin par des outils informatiques. Bon, c'est rigolo de le rappeler. Cela au début de Sigimage. Il y a 25 ans, les études techniques avec les générations de tableaux automatiques, les listes de matériel avec des règles spécifiques. On a déposé des brevets sur ce sujet pour aller générer des listes comme ce qui est commandé dans les plateformes Serval. Il y a vingtaine d'années, les solutions de relevé topographique numérisées sur tablette. Aujourd'hui,
il y a quelques années le relevé sur nuage de points, comme a fait la démonstration de notre homologue. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous accompagner. On est à l'étape de l'accompagnement dans le passage au géostandard Starelec dans vos entreprises. C'est un format qui est plus riche que la DAO, enfin, s'il se veut être enrichi au cours du temps pour de la gestion dans le temps. Donc, on parle ensuite de SIG, de patrimoine. On va l'aborder très rapidement. Donc, Starelec, et c'est toutes ces déclinaisons, on est là pour vous accompagner, pour simplifier votre compréhension, votre utilisation et votre travail quotidien. Là, je cite à l'écran, on a cité trois types de produits. GeoRéseau avec en particulier Geolux, qui est un produit qui est utilisé par un certain nombre d'entreprises et de syndicats d'énergie, DICT Services, voilà, donc que l'on propose bien sûr, et Capitol, dont on va parler à l'intérieur de la gamme études. Alors, ce qu'on aime bien rappeler, c'est que l'on intervient avec nos solutions dans l'ensemble du cycle de vie d'un ouvrage réseau. Donc, avant les travaux, pendant les travaux, fin de chantier, dans l'exploitation. Donc, avant les travaux, on va dire que c'est des solutions comme Capitol pour faire les relevés sur le terrain, relevés topographiques ou bien les études techniques, le relevé de patrimoine, les études techniques, et puis sur la partie DICT, bien sûr, tout ce qui est DT, DICT, plan de synthèse de réseau éventuellement. Donc, on vous offre des outils et des services qui vous permettent de faire tout cela. Pendant les travaux, on a un certain nombre d'autres outils qui vous permettent de répondre aussi à ces problématiques au quotidien. En fin de chantier, mais il y a tout ce qui est récollement de réseau, géoréférencement, les différentes cartos qui sont succédés, V3, V4, aujourd'hui le PGOC, et puis aujourd'hui donc le RECOSTAR. Et ensuite, on passe dans la partie exploitation, où on est dans des solutions, on a une gamme GeoRéseau, en particulier, donc, un de ces produits, c'est Geolux, qui vous permet de faire, par exemple, de la GMAO, de l'hypervision, du pilotage d'objets connectés pour l'éclairage, ou des choses comme ça. Donc, à chacune de ces étapes, on constate, c'est ce qu'on a mis en bas, c'est que les géostandards, StarDT, RECOSTAR, Starelec et d'autres, sont là pour enrichir finalement les ouvrages et les échanges entre les partenaires et entre donc les solutions aussi. On va poursuivre. Ici, je reprends l'exemple qu'a montré tout à l'heure Guillaume pour vous expliquer que on est au cœur finalement de la DAO-CAO et du SIG et des études et de la gestion finalement dans le temps. Sigimage, on propose ces solutions DAO-CAO dédiées aux études techniques et aux travaux que vous connaissez sous MicroStation par exemple, et des solutions SIG, système d'information géographique, comme le nom l'indique Sigimage, qui était peut-être en avance au démarrage de Sigimage, très en avance. Et aujourd'hui, en fait, ces SIG deviennent au cœur des systèmes et c'est spécifique à la gestion du patrimoine géolocalisé, permettant de faire, par exemple, de la GM1 dans l'éclairage public et également d'enrichir les données dans le temps, comme le souhaitent Enedis et les autres partenaires syndicats ou autres. Une de nos forces, c'est de disposer de ces deux technologies, DAO et SIG, depuis toujours, et on a toujours pensé qu'ils allaient se rejoindre, et la demande n'était pas encore assez mature. Aujourd'hui, le géostandard Starelec et ses déclinaisons Star, DT, Récol, etc., Star EP, réconcilient les deux solutions. Tout à l'heure, Romuald Rocher ou les personnes représentant la FEMITRAS expliquent bien les changements de culture DAO vers SIG. Et
Dans ce schéma, on voit que l'on a à gauche, en rouge, toute la partie géoréseau, que c'est plutôt des solutions de SIG. Donc, on a des données d'ouvrage existants dans les plateformes, dans différentes plateformes, mais également chez vous. Hein, on peut imaginer, dans le temps, on est convaincu que les entreprises auront des bases de données SIG pour leurs différents projets qui maintiennent dans le temps. C'est intéressant aussi par rapport au DTDICT, les interventions et tout ça, tout cela. Et les relevés géoréférencés. Puis à la fin aussi, on voit aussi à la fin, donc en rouge, tous les ouvrages validés, la cartographie. Et au centre, en gris, notre solution Capitol qui peut intervenir et répondre à l'ensemble des attentes dans un processus général et avec différents intervenants qui vont partager l'information. On a ici, donc, on illustre un projet. On illustre un projet où on va avoir en bas à gauche une commande client qui vous arrive. On va remonter cette commande client. Donc, il va y avoir des documents numériques qui vont être donnés au-delà des bons de commande, des fichiers informatiques. Tout ça, ça va aller dans les études Capitol. On va pouvoir faire notre étude Capitol dans vos études dans les projets, les études en DAO, CAO, relevé, etc. Et puis, à la fin, faire les récollements. Et ensuite, on va générer des fichiers, différents fichiers qui vont être donc aujourd'hui les exports Recostar, donc qui sont demandés à partir de cette fin d'année. Et puis, dans le futur, des évolutions du format StarElec, dont on partage, donc on suit, on est acteur dans ces évolutions-là. Et une fois que cet export est fait, ça peut aller soit vers des solutions comme GeoRéseau pour alimenter les solutions, soit vers vos clients, bien sûr. Et de la même manière, donc là, on revient et on a le cycle qui peut être reconduit et on enrichit les données au fur et à mesure, puisque donc le client, au départ, vous donne des données, vous donnera de plus en plus des données structurées qui vous permettront, on est convaincu que dans le temps, ça accélérera les études et les travaux. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une phase d'initialisation importante chez vous, qui n'est pas, négligée, mais on est là pour vous aider. Donc, on illustre avec un tout petit, un petit projet là que je vais lancer, la partie études. Alors, est-ce que ça... Je vais le mettre. Voilà. Donc là, on a un exemple à l'écran qui est un exemple dans une solution d'études et de récollement. On va dire qu'on a un fond de plan avec un projet, un réseau HTA qui arrive, une descente aérosouterraine, et puis derrière, on a un câble basse tension qui vient alimenter un lotissement ou un ensemble de maisons. Ce que l'on se propose de faire dans cette mini démonstration, c'est de rajouter un élément un câble basse tension et simuler en fait donc ce travail pour aller jusqu'au fichier Recostar. Donc on a à gauche par exemple, donc ça dépend de nos clients, toutes ces palettes c'est totalement personnalisable. Là on a un cas où le client utilise en souterrain à la fois de l'électricité, à la fois des télécoms, du gaz et de l'eau. Dans la partie électricité, on va choisir rapidement la partie basse tension. Donc, je lance suite de la illustration. Voilà, donc on va se rapprocher. On choisit le câble basse tension. On vient sélectionner dans une palette personnalisable, bien sûr, la fonction câble. On vient partir de la RMBT. On a donc des points topo, comme vous pouvez voir, qui sont positionnés. Donc, là, c'est un cas où on vient récoller sur
sur un nuage de points, sur des points qui ont été relevés, et on vient se raccorder à un coffret cible pour alimenter des maisons. Ici, vous voyez qu'il y a une palette qui s'ouvre, qui est une palette. Alors, excusez-moi, je fais une petite pause. Ici, on voit qu'on a la possibilité d'avoir une palette au assainissement, eau potable, grasse, par exemple, mais qui pourrait être réduite à Starelec, dans lesquelles on va aller sélectionner bien les caractéristiques du câble de façon très précise. Et on pourrait avoir des raccourcis pour choisir des câbles prédéfinis. Et là, on voulait vous montrer chose où on va aller choisir spécifiquement les éléments. Voilà, donc le câble est alimenté. On est au stade où on suppose qu'on est au bout de notre écolement. Et là, on vient sélectionner un bouton pour exporter au format GML, Recostar, le document. Donc, vous restez dans votre solution d'étude et vous ne faites finalement que sélectionner. Je vais refermer. Je viens uniquement finalement sélectionner des nouvelles palettes. Alors, si on résume simplement, on peut le voir comme cela, avec des raccourcis qui peuvent être complètement personnalisables selon le type d'objet que vous utilisez. Donc, ça va s'enrichir. Ça, nous aussi, on est au début de ce type d'évolution de la solution. Et on propose, bien sûr, on va continuer à apporter de la simplification et de l'optimisation pour votre travail au quotidien. Voilà. Alors, je laisse mon collaborateur. Je vais prendre la suite. Merci Gilles. Là, en fait, je vous illustre ici les différents cas d'usage et surtout comment sont utilisés les différents formats Starelec. On en a pas mal parlé dans ce webinaire. Bon, le premier cas est un peu simple pour nos clients qui seraient équipés de Capitol. Gilles vient vous en faire la démonstration. Les demandes de vos clients, typiquement, et des disques qui vous demandent du Recostar. Alors, donc, je crois que c'est à partir de début novembre, c'est ça, hein, que vous faites des demandes. Du coup, vous allez pouvoir utiliser Capitol pour pouvoir générer du Recostar. La suite quand je clique sur le bouton j'exporte en GML, en fait, ça passe par une plateforme chez nous, une plateforme SIG, qui va vous permettre de stocker ces informations, de les vérifier et aussi de les partager. À un moment donné, il faut bien partager votre GML. Alors, vous pouvez toujours aussi générer le fichier GML, l'envoyer par mail, comme ça a été dit dans le chat, j'ai vu, il n'y a pas de souci. Mais cette plateforme vous permet aussi d'avoir un moyen de stockage, de vérification, peut-être d'enrichissement aussi. Ça, je vous montrerai un peu la roadmap, mais c'est un peu plus tard dans l'année 2025. Et de la même manière, pour tous nos clients d'ICT, ils vont pouvoir bénéficier des plans envoyés par les différents exploitants en Star d'été. Ça, Guillaume Mallard l'a déjà présenté. Et sur Geolux, c'est la même chose sur notre gamme Géo et SIG. On va pouvoir exploiter les formats Star EP, toujours en lien avec cette plateforme. Hein. C'est vraiment une plateforme universelle, uniforme pour nous, on va dire, native dans nos outils. Autre point important, c'est que cette plateforme, on veut l'ouvrir aussi, pas uniquement que Capitol, DICT, Geolux, mais aussi sur les parties, pourquoi pas Open Recostar aussi, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, mais on veut l'ouvrir le plus possible. Si on parle planning, semestre 2 2024, c'est maintenant. Nous, on peut d'ores et déjà exporter du Recostar, du Recostar, ça c'est important, parce qu'effectivement, c'est la suite. Premier semestre 2025, on va suivre évidemment le calendrier des sorties et surtout la maturité des formats Starelec dans leurs usages surtout. Et nous, on va vous permettre de pouvoir importer et exporter de plus en plus de choses, notamment dans la gamme GeoRéseau, la partie SIG. Et plus tard, donc ça c'est plutôt fin d'année 2025, on va ouvrir cette plateforme, ce que je vous disais précédemment, on l'ouvre pour pouvoir, on va dire, fiabiliser et je dirais améliorer l'adoption de ces formats
Et donc voilà, c'est l'ouverture en plutôt fin d'année 2025. Voilà, mais écoutez, on vous remercie de votre attention. Vous pouvez prendre, si vous voulez, être tenu, informé de ces évolutions ou avoir plus d'informations sur un produit, n'hésitez pas. Et puis, on sera présent aussi pour information Geodata Days la semaine prochaine. Donc, à Nantes, ça se passe, fin de semaine, jeudi, vendredi. Et bien, voilà, à très vite, à votre disposition. Alors, Guillaume, tu as le micro fermé, on ne t'entend pas. Merci, excusez-moi. Je remercie Gilles et Nicolas donc, de leur présentation. Et donc, c'était une très bonne chose de voir quelque chose voilà, du concret. On voit que vous êtes sur le pont et très motivé pour faire avancer le Starelec dans vos outils. Voilà, parce que les échéances se rapprochent. Et donc, voilà, je voulais juste intervenir pour remercier tous les intervenants déjà, d'avoir participé à ces webinaires, et puis tous ceux qui ont écouté et aussi échangé avec nous dans le chat. Voilà, donc un grand merci pour tous ces échanges très, très enrichissants. Donc la prochaine étape, c'est la diffusion de cet enregistrement du webinaire ainsi que des supports à tous ceux qui ont été invités. Et puis on fera peut-être un petit questionnaire de satisfaction et de renseignement. Merci à tous et je vous souhaite à tous un très bon appétit et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci. À bientôt.